Hello à tous et bienvenue dans ce premier podcast. Aujourd'hui, je suis entouré de très très belles personnes. Il y a 3 mois de ça, j'étais toujours en train de râler dès qu'il y avait un gamin qui chialait dans le train. Et là, aujourd'hui, je me retrouve à décider de faire une émission podcast avec des invités qui parlent de parentalité. Ouais, j'ai craqué. J'ai vraiment craqué. Mais je suis trop content que vous soyez là. Aujourd'hui, cette émission Entre deux bibes, c'est notre première. On va parler avec bienveillance, on va parler avec légèreté. On va recevoir des invités exceptionnels que je vais présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yohan Menzoyan, je suis coiffeur de métier. J'ai un salon de coiffure depuis plus de 15 ans. J'ai une marque de produits cosmétiques exclusive pour les professionnels de la coiffure, mais j'ai beaucoup dérivé dans mon travail. Comme dit Couple Parfait il y a 4 ans, pas de jugement s'il vous plaît, j'étais célibataire. Mégane, pas de jugement non plus. Surtout pas moi. Surtout pas toi. Voilà, après j'ai eu la chance de rentrer en tant qu'animateur coiffeur dans l'émission Incroyable Transformation sur M6. Et puis, je me suis dit, mais tu sais quoi, il me faut quand même une petite vie privée. Donc, je suis allé me chiner entre-temps une petite meuf très sympa que j'appelle quotidiennement Alix, qui est la mère de mes 2 merveilleuses jumelles, Chloé et Joy. Être parent, c'est un truc de barjon. Et moi, j'aurais rêvé avoir un podcast qui parle de tout ça. Parce que clairement, quand on entend les parents parler de leurs enfants, moi, ça me donne pas envie. C'est chiant, ça me donne pas envie d'avoir des enfants. Pendant très longtemps, j'ai fui le problème. Aujourd'hui, ce podcast, il permet vraiment de casser les codes. Il permet de libérer la parole, aussi bien pour des non-initiés que pour des initiés. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment libérer la parole autour de ça. J'aurais vraiment tellement aimé qu'il y ait ce genre de podcast avec des invités pour que les gens y parlent librement. Aujourd'hui, c'est le cas. Je suis trop content. Merci d'être avec moi. Sachez qu'ici, on va parler avec beaucoup de simplicité, mais avec tout de même un regard professionnel, car j'aurai avec moi dans cette émission toujours un professionnel de la santé, qu'il soit gynécologue, obstétricien, sage-femme, infirmier, infirmière, peu importe. Je voudrais toujours avoir un professionnel de la santé qui va s'occuper d'un sujet en particulier. Mais Entre deux bibes, c'est un podcast décontracté et authentique qui donne la parole à des parents, futurs parents ou professionnels de la santé sur des sujets liés à la parentalité. Alors si vous êtes en train de faire du sport, votre yoga ou alors de chiller en terrasse, je vous invite à prendre une petite minute pour vous abonner à cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, mais surtout sur les plateformes de streaming comme Deezer, Spotify et Apple Music. L'idée de ce podcast, c'est aussi de pouvoir libérer la parole et de casser les codes sur plein de sujets différents. Voilà, on est en 2024 et j'entends encore des personnes qui me demandent « Mais t'étais avec Alix pour l'accouchement ?» Aujourd'hui, les papas ils deviennent de plus en plus impliqués dans la grossesse et heureusement aussi. Et les femmes parlent plus librement de plein de sujets différents comme l'endométriose, la fécondation in vitro et j'en passe. Alors c'est cool, ça évolue, mais je pense qu'on a encore du job à faire et je trouvais ça super de pouvoir libérer un peu de temps entre deux biberons pour pouvoir échanger avec vous tous sur les sujets qui sont parfois un peu incompréhensibles sur un couple avec un bébé. Avant de vous présenter nos invités du jour, je tenais à remercier ceux qui nous accueillent dans leur studio. Asgard Productions, donc le local où nous sommes ici, est situé dans le Var, où vous pouvez faire des shootings photos, tourner des podcasts, mais aussi bénéficier de professionnels de vidéo avec des monteurs et même une agence de communication. Bref, vous l'avez compris, c'est hyper complet et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les contacter, on mettra leur blase directement dans la description. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la présentation de nos invités qui accompagneront notre sujet du jour, vouloir, entre parenthèses, devenir parent. Pour cela, j'ai fait appel à Déborah Lemueur. Déborah, qui est auteure de 2 livres, dont un que j'ai eu la chance de feuilleter en néonate. Son livre s'appelle Escale en néonate. Elle est également infirmière et travaille au quotidien avec les enfants qui sont bien souvent nés un peu trop tôt. Mais aussi en maternité classique. Elle est également consultante en sommeil et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en grosse galère. On est tous contents d'avoir une Déborah dans notre entourage. Merci Déborah d'être là. De rien, merci de m'avoir invité. Ça fait trop plaisir. Je serai également avec Mégane Gauthier, qui est une future maman, qui est actuellement enceinte. Elle porte la vie précieuse d'un enfant conçu sous fécondation in vitro et elle a accepté de libérer la parole sur ce sujet. Mégane, ça va? Ça va, très bien. Je suis trop content que tu sois avec nous. Moi aussi, merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Et puis enfin, pour terminer, nous accueillerons un papa qui s'appelle Anthony, qui est en face de moi. Donc son histoire, elle est totalement folle. La maman de sa fille a fait un déni de grossesse très rare. Ils ont appris qu'ils sont devenus parents le jour J avec un bébé à terme. Pendant leurs vacances en Australie, rien n'avait laissé supposer qu'elle était enceinte. Pas de prise de poids, elle avait toujours ses règles. Anthony, dans la précipitation, a eu des réflexes héroïques. Et il sera à la fin de l'émission pour discuter et raconter son histoire totalement folle. Elle est incroyable. Merci d'être avec nous dans cette première émission Entre deux bibes et nous allons pouvoir renvoyer le jingle.
Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'on en pense de ce petit jingle ? Il est bien sympa, il fait bien jingle. On aime beaucoup. Moi, j'aime bien aussi. Ça fait un petit peu aussi à l'ancienne, tu sais. Ouais. Les émissions un petit peu C'est ça. à l'ancienne, j'aime beaucoup. Ouais. Et vous entendez les petits bruits de bébé qu'il y a derrière ? C'est Alors, tes filles ? eh ben en fait j'ai samplé, alors pas les papas et les mamas parce qu'elles disent pas encore papa maman, elles ont 2 mois, mais par contre oui en effet j'ai samplé les voix de mes filles quand elles font des petits cris, je les ai rajoutés derrière et tous les chanter en fait c'est moi qui les ai faites avec une voix de chipmunks derrière et on croit que les enfants disent papa maman mais en fait c'est pas papa maman, c'est juste moi en slibard derrière mon ordi en train de faire les trucs, voilà. Donc j'espère que ce jingle là vous plaît, j'espère que l'émission va vous plaire. Aujourd'hui le sujet principal est devenir parent. Gros sujet. Moi, je m'étais toujours posé la question de savoir quand est-ce que c'était le bon moment de faire un enfant, parce que souvent on écoute nos grands-parents, nos parents. À 30 ans, si t'as pas fait de gamin, c'est alors c'est quand pour toi, Déborah, selon toi, à partir de quand c'est le bon moment pour devenir parent ? Je pense vraiment qu'il n'y a pas d'âge pour devenir parent. Alors moi, dans mon quotidien, je rencontre vraiment des très très jeunes parents, vraiment, qui sont mineurs, et puis jusqu'à des parents qui ont la quarantaine à peu près, quoi. Non, je pense que c'est vraiment... je pense que déjà, la base, c'est, si tu veux faire un enfant et que ça se passe vraiment bien, c'est de trouver la bonne personne pour faire un enfant. Exactement. Ouais. Et comment trouver la bonne personne ? Ça c'est pas évident. Hein. Autre sujet, C'est si vous pas voulez évident. regarder directement, j'ai sorti une vidéo sur YouTube dans mes vidéos précédentes. Ça fait 1 an que j'ai pas sorti de vidéo sur YouTube, donc si vous nous rejoignez, vous allez voir qu'il y a 1 an, j'ai sorti un sujet où je présente Alix. Le sujet s'appelle « Je vous dévoile enfin la femme de ma vie ». En gros, c'est clairement un sujet pour trouver la femme de sa vie pour les nuls. Voilà. D'accord, ok. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, moi je pense que avant de trouver quelqu'un de bien, c'est avant tout d'être bien soi-même, de prendre le temps pour soi, de régler des petites choses, des petits réglages. On n'est pas tous foutus pareil, on n'est pas tous nés au même endroit, avec les mêmes parents, avec le même confort. Parfois on a des choses à régler. Le plus important quand on se retrouve célibataire, ce n'est pas grave. Prenez du temps pour vous, kiffez. Soyez en famille, soyez avec vos amis. Ce n'est pas une priorité d'être en couple, vraiment. Soyez en couple le jour où vous êtes bien avec vous-même, parce que le jour où vous allez rencontrer une autre personne, vous allez espérer qu'elle soit aussi bien avec elle-même, et à 2, ça fera une fusion. Pour moi, la question s'est posée de faire un enfant le jour où j'étais sûr et certain que ma nana, elle était idéale. Et je pense, peut-être le petit déclic, c'est quand on se dit, bon, ça se passe super bien dans notre couple, on est équilibré, on est heureux, on a bougé, voyagé, sorti. Maintenant, notre boulot, ça roule. Pourquoi pas avoir un petit nous deux ? Et finalement, ce petit nous deux, c'est, si vous êtes prêt à avoir un enfant avec une personne, c'est accepter le fait d'avoir la moitié de l'autre et votre moitié à vous, et en fait c'est cette union des deux qui va faire votre enfant. Je pense que ça peut être un bon détail pour pouvoir se dire c'est peut-être le bon moment. Non, c'est sûr, mais je pense que même sans trop l'intellectualiser, on en a envie au moment où on trouve la bonne personne, quoi. Mais souvent il y a des gens qui pensent que c'est la bonne personne et c'est juste parce qu'en fait ils ont envie. Moi j'ai vu beaucoup de personnes se dire, tu sais, en fait c'est eux-mêmes qui se mettent la machine en route, en fait. C'est-à-dire qu'ils rencontrent une nana ou ils rencontrent un mec, ça y est, ils sont amoureux. Normal. Souvent, on a tous eu des relations avant. Au début, on est amoureux. Mais c'est peut-être pas le bon moment. Est-ce que les défauts de l'autre, t'es capable de les accepter le jour où t'auras un gamin dans les bras qui pleure ? C'est à ce moment-là où il faut se poser les bonnes questions. Tu parlais aussi que tu voyais souvent des parents mineurs. Est-ce que ça t'arrive de voir des parents mineurs qui gèrent de fou, qui sont heureux? Oui, alors oui, vraiment. Trop bien. Et tu vois, il y a une histoire en particulier, là, quand tu me le dis, qui me revient en tête. Oui, carrément, une jeune nana qui avait, je pense, 17 ans, et franchement, une maman parfaite, quoi. Excellent. Parfaite, épanouie, avec le soutien de sa famille, très important aussi, hein, mais, et qui gérait, voilà, de fou, quoi. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour Non, devenir parent. Comme j'imagine que tu as dû voir des parents de 40 ans qui étaient affreux. Voilà. Oui, et je pense que c'est peut-être plus dur. Alors, on prend vraiment les extrêmes pour le coup. Ouais. Mais 40 ans, quand tu as vécu 40 ans sans aucune pression, en ne vivant que pour toi, et que d'un coup, tu as un enfant qui arrive dans ta vie, je peux dire que c'est parfois beaucoup plus compliqué, quoi. Je veux bien te croire. Donc le sujet du jour, c'est vraiment sur le désir d'être parent. Pourquoi vouloir devenir parent ? J'imagine qu'il faut sauter le pas. À quel moment tu te dis, bon bah allez, maintenant c'est le bon moment, tu as trouvé la bonne personne, et d'un coup, tu décides enfin de sauter l'étape, de te dire, let's go, on fait un enfant.
Il y a plein de couples qui vont nous écouter, de jeunes papas, de jeunes mamans, des futurs papas qui voudraient le devenir, des futures mamans, ou alors juste des gens qui ne voudraient jamais avoir d'enfants, ça arrive aussi. Comment ça se passe quand on a envie d'avoir un enfant? Donc j'imagine qu'il y a l'interruption de moyens de contraception comme le stérilet, le préservatif ou alors la pilule, sachant que pour les plus coquins d'entre vous, le retrait n'est pas une technique super top pour éviter d'avoir des enfants. Donc sachez que pour vous parler un peu technique, pour tous les garçons, pour qu'ils comprennent bien, pendant une érection, on dégage un liquide qui s'appelle le liquide préséminal et qui devient quand même des spermatozoïdes parce qu'il l'emporte un petit peu sur son passage avant d'être expulsé. Déborah, est-ce que tu peux nous expliquer simplement en quoi consiste la technique du retrait? Et quand je parle de retrait, c'est pas retrait bancaire. Oui, j'ai bien compris, merci Johan. Que l'homme se retire juste avant l'éjaculation. Mais en fait, oui, c'est pas, comme tu disais, dans le liquide séminal, il y a quand même des spermatozoïdes. Donc, pour peu que la femme soit très fertile, ça marche, quoi. Exactement, et que ça tombe au bon moment. D'ailleurs, Exactement. quand on entend des histoires parfois, quand on a le désir de vouloir avoir un enfant et que tu entends certains parents qui disent « Ah putain, elle est tombée enceinte, fait chier, hein, elle est tombée enceinte comme ça, je me retirais et hop, elle est tombée enceinte. » Et toi, ça fait 1 an, 2 ans que Et t'attends. ouais. Ça fout les poules. Comme vous l'avez compris, hein, il y a différents cheminements, mais moi je vous conseille clairement, le jour où vous avez envie d'avoir un enfant, de prendre rendez-vous avec votre gynécologue. Parce qu'elle au moins, ou lui, il va pouvoir vraiment s'occuper de vous, vous connaître, et ça vous évitera bien des ennuis quand vous allez devoir courir à gauche et à droite pour un problème. Le jour où vous commencez à lancer la machine, c'est-à-dire à calculer vos cycles. D'ailleurs, je vous conseille de télécharger des applications hein, pour celles et ceux qui se posent la question à quand c'est le bon moment. Déborah, quand c'est le bon moment en général? Au moment de l'ovulation. L'ovulation arrive quand? Qui arrive environ vers le 14e jour, mais c'est vraiment la moitié du cycle et ça dépend vraiment des femmes. Voilà. D'où l'importance d'avoir ces applications parce qu'au moins on sait exactement quand on ovule, elles sont vraiment très précises et sachez que ça sert aussi aux femmes qui ne veulent pas d'enfants ou qui ne veulent plus d'enfants. Surtout. Parce que quand même, voilà, c'est quand même assez fiable. Alors faire attention aux femmes qui ont des cycles un peu irréguliers, mais celles qui ont des cycles réguliers... après l'ovulation, généralement. C'est excellent. Ce genre d'application-là, Alix, elle avait téléchargé au moment où on avait ce désir de grossesse. Et en effet, elle écrit tous les jours où en fait, elle a ses ragnagnas. Elle écrit tous les jours où on a eu des rapports. Et en fait, ça nous marque à quand c'est la bonne période, tout ça. Donc voilà, nous, ça nous stressait pas plus que ça. Mais du coup, on s'amusait un petit peu à savoir quand est-ce que c'était le bon moment. Il y a aussi d'autres... il y a des petits tests d'ovulation hein, qui existent. Aussi. Voilà. Alors moi, je les ai trouvés éclatés, moi, ces tests-là. J'en ai essayé. Toi aussi? Moi aussi. Ça marchait pas. Je trouve que c'est plus anxiogène au final qu'autre chose. Ouais. Ah ouais, mais moi je te jure, mais c'est marrant ce que tu me dis là, parce que les tests d'ovulation, nous on avait essayé pour se dire, allez vas-y, viens on essaye de voir. Ah bah, je te jure, elle le faisait, alors que c'était pile poil la période. Et ça, Bah non, que non. ça marchait pas. Et ça T'as te déjà- stresse plus Bah qu'autre moi chose. non, moi c'était différent. Moi T'as jamais c'était- essayé un test d'ovulation Bah toi non, moi c'était plus quand j'ai fait la révision de ma voiture, de mon 4x4. c'est pas le même délire. Moi, Donc le c'était pas jour le où même vous délire, moi. commencez la machine, vraiment, je vous conseille vraiment de télécharger cette application. C'est super bien fait. Et aujourd'hui, pour connaître précisément la fenêtre de tir optimale pour féconder, clairement, c'est l'idéal. Après, il y a ceux pour qui ça marche très rapidement. Et alors là, c'est génial. Mais aujourd'hui, j'aimerais surtout qu'on mette en avant pour tous ceux pour qui ça marche pas et qui se posent plein de questions. Donc avant d'entendre l'histoire de Mégane, j'aimerais vous parler vite fait pour détendre un peu l'atmosphère d'une expérience que j'ai vécue. J'ai cru à un moment donné où on voulait avec Alix avoir un enfant que j'avais eu un souci. Moi, il y a 10 ans, j'étais en couple avec une fille et on avait eu ce désir d'enfant. Donc on s'est lancé et finalement elle tombe enceinte. On se dit waouh, c'est génial, on rêve, on kiffe. Et puis finalement, déception, œuf clair. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'œuf clair. En gros, c'est un sac vide. Voilà, clairement. Elle tombe enceinte, mais pas de bol, il n'y a rien dedans. Bon, on s'est dit, ok, on est déçus, c'est difficile, mais bon, c'est pas grave. Deuxième fois, on réitère l'expérience. Elle tombe enceinte de 2 œufs. Alors là, je me dis, putain, je vais avoir des jumeaux. Un truc de fou. Rêve de toute ma vie. Et bah, 2 œufs clairs. Putain, je me dis, c'est pas possible, c'est un truc de fou. Et ça me tombe dessus, quoi. C'est un truc de malade. Finalement, la nana me quitte. Les années passent. J'ai plusieurs copines, des fois qui durent 3 ans, des fois 2 ans, mais sans aucun désir de grossesse, parce qu'avec ces filles-là, ça se passait très bien, mais j'avais juste pas envie d'avoir des enfants avec elles. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, je rencontre Alix, le désir de grossesse se pose, on commence, elle tombe enceinte, elle fait un test, magnifique, on fait une écho de datation, œuf clair. Donc là, je commence à me dire, putain, ça fait 3 sur 3 là c'est chaud. Là, j'ai un problème.
Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on va faire un petit test de sperme, ce qu'on appelle un spermogramme, je crois. Oui, Ok. C'est ça. Donc je pars dans l'idée d'aller me faire un petit spermogramme. Anto, tu sais ce que c'est un spermogramme ? Non, moi j'ai toujours l'idée. Vas-y, parce que je vais te raconter mon histoire. Tu sais, un peu dans American Pie, tu vois, où le mec il teste et puis il se met devant un film et Exactement. dans le petit bocal. Moi aussi, j'étais génération American Pie. Tu vas être bien déçu, mon coco. J'arrive dans la salle. Je trouve plutôt lumineuse, sympa, les nanas accueillantes. On me dit installez-vous et là je m'installe. Moi il n'y a que des photos de bébés au mur. Là. Donc là je suis pas excité du tout. On me sort un petit pot, on me dit voilà monsieur, c'est là-dedans qu'il va falloir terminer. Ok, on m'amène dans une pièce. Moi je croyais qu'il allait avoir un peu de musique, un film, quelque chose, des magazines. Non, rien du tout. Je commence le projet, ok, donc bien évidemment il faut se laver bien comme il faut se laver les mains, on a un petit tube, et là clairement c'est vous et vous seul face à ce tube. J'ai eu l'impression à un moment qu'il m'a regardé dans les yeux, qu'il m'a dit remplis-moi mon gars. Et là ma mère m'appelle. Donc je peux vous jurer que là j'ai mis 20 minutes à repartir. Finalement, j'arrive au bout de 25 minutes à sortir un petit liquide, je suis tout fier de moi. Je reprends mes esprits 5 minutes parce que je suis trempé. Je reviens avec mon petit flacon, je suis là, ça y est, je l'ai et tout. Et la nana, elle me dit, mais monsieur, il fallait laisser le flacon là-bas. Et moi, je suis devant tout le monde avec mon flacon rempli. La honte, tout le monde m'a regardé. Putain, je suis reparti avec mon flacon. C'était la flamme olympique. Ah non, mais je te jure, mec, j'étais trop fier. J'étais trop fière. Tout s'est bien passé finalement, on a fini par me dire écoutez, tout va très bien. Et le mois d'après, Alix est tombée enceinte, donc on était très contents. Mégane, plus sérieusement, vous êtes mariée depuis 2 ans. Vous avez eu un désir de grossesse assez rapidement, tellement que l'amour était fort entre vous deux. C'est ça. Vous n'êtes pas trop posé la question. Il y a eu un moment, c'était évident. Quand vous voyez d'ailleurs, moi je vous connais un petit peu séparément, vous êtes magnifique. On peut vous voir sur les réseaux. Flo, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Toi, tu es l'élu. Et de toute façon, maintenant, c'est trop tard si ce n'est pas le cas parce que tu es enceinte. Félicitations. Merci. Tu as 6 mois. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Très contente d'être là avec vous aujourd'hui et contente de pouvoir parler de cette expérience que beaucoup rencontrent maintenant, qui était plus tabou à l'époque. Et maintenant, voilà, on commence à libérer un petit peu la parole sur ça et je suis ravie d'apporter mon témoignage sur l'expérience qu'on a pu vivre avec Flo justement par rapport à ce désir d'enfant. Ça va être magnifique. Alors moi, j'ai plein de questions à te poser. L'envie d'être parent, ça vous est arrivé super tôt. J'imagine que vous avez envie d'avoir des enfants, vous essayez, vous apercevez que ça marche pas tout de suite. Ouais. Donc au début, vous êtes chill. Oui, au début, on essaye. Je dis bien on essaye de pas trop se prendre la tête parce que je pense qu'on est nombreuses à... Même si on a ce désir à se dire, bon, on essaye de pas trop se prendre la tête, on prend le temps, ça arrivera quand ça arrivera. Et finalement, non, on est vite rattrapé par le fait que, bon, voilà, on est prêt, donc on a envie aussi que ça aille vite. Que ça marche tout de suite. Et que ça marche tout de suite. On est toutes pareilles, je pense. Je pense qu'on est toutes pareilles. Une fois qu'on a pris la décision. Et je pense que les hommes, c'est différent. Ils ont cette façon de penser qui n'est pas la même que nous en tant que femmes. Moi, c'était viscéral. Je pense que Flo a été prêt au fur et à mesure en fait, du parcours. Et pour moi, voilà, ça a été plus compliqué à vivre. Qu'est-ce que tu entends par viscéral ? C'est ce besoin d'être maman, c'est cette envie viscérale de se dire, voilà, comme tu disais, ce petit bébé, voilà, la moitié de monsieur, la moitié de moi, concrétiser cet amour. Ouais. Et pour ma part, c'était le rêve d'une vie. Donc c'est vrai que voir que ça prend du temps, ne pas comprendre pourquoi, essayer de pas trop se mettre la pression, finalement... À partir de quel moment, Mégane, vous vous êtes dit, bon, là ça fonctionne pas, est-ce qu'on n'irait pas voir quelqu'un, on n'irait pas faire des tests ? Quel a été est-ce qu'il y a eu un moment où vous l'êtes dit, quoi ? Oui, il y a eu un moment, comme je te disais au début, voilà, on se disait, on se prend pas trop la tête, on voit un petit peu comment ça se passe. Et finalement, au bout d'un peu plus d'1 an, on s'est dit, bon, on va peut-être aller faire une petite visite chez le gynéco, voir un petit peu ce qu'il en pense. Donc on a été mis en relation, sachant que les rendez-vous sont très très longs à avoir, du moins en tout cas ici à Toulon. Ouais. Il faut attendre en moyenne 6-8 mois pour avoir un rendez-vous avec une gynécologue. T'as le temps de faire un gamin en fait. Voilà, t'as le temps de faire l'enfant. Ok. Sachant que voilà, quand tu appelles la gynécologue, on te prescrit toute une batterie d'examens à faire, que ce soit autant pour monsieur que pour madame. Ok. Donc on a fait chacun nos tests de nos côtés.
les fameux spermogrammes pour monsieur, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Ouais. Voilà, avec Donc les Flo joies. aussi, il est allé exactement au même endroit que moi, Il est allé j'imagine. certainement à la même clinique que toi, mais j'ai l'impression que ça a été un peu plus facile. C'est J'allais vrai. dire, Ouais, au bout de pour le combien de coup. temps En Pour fait, le c'est coup, ça. il y allait très rapidement le matin et comme toi, c'était 7h, 7h30. Tu vois, Flo, il est bon, Flo très fort. Oh, J'étais plus stressée moi pour lui c'est vrai. en étant Bah. au travail en me disant ça va, ça a été. Ouais, nickel. Purée, non mais c'est génial. Franchement, limite, on pourrait un peu juger nos performances. Je connais un gars qui a fait ça sur YouTube, absolument génial. Bastos, Darko et Julien, qui ont fait un test de spermogramme sur YouTube, et c'était celui qui finissait le plus vite. D'accord. Et à la fin, ils calculent leur truc. Et il y en a un d'ailleurs qui apprend qu'il est presque infertile. Je vous invite à regarder la vidéo. À la fin, elle finit très mal quand même. Oui, bah, du coup, Je vous ai spoilé la fin du film, c'est pas grave. Donc on a eu ce petit truc-là, vous avez fait votre batterie de tests. C'est Qu'est-ce ça. qui se passe après par la suite? Donc Florian fait ses tests, je fais les miens aussi de mon côté et la gynécologue vous donne une date justement pour faire le point sur tous ces examens. On est tombé sur une gynécologue en plus qui était vraiment super, qui nous a dit au début voilà, là je fais le point sur tous vos résultats, je vous parle pas pendant 5 minutes et puis après on fait le point. Vraiment au top. Et finalement, il en est ressorti, pour nous en tout cas, parce que la FIV, il peut y avoir plusieurs raisons qui mènent à avoir recours à ce procédé-là. De notre côté, en tout cas, c'était les spermatozoïdes de monsieur qui n'étaient pas de bonne qualité, qui étaient un petit peu mal formés, qui avaient deux queues, deux têtes, Ok. voilà, et qui ne permettaient pas de faire un embryon de qualité et que la grossesse se fasse naturellement. Vous pouvez ne pas boire d'alcool, ne pas fumer, ne pas vous droguer, faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie et avoir des spermatozoïdes en galère. Donc là, j'imagine que la question de la FIV est ressortie. Voilà, la gynécologue, du coup, nous dit que ça viendrait apparemment de monsieur. Je trouve que c'est dur parce que j'aime pas accabler le fait que ce soit l'un ou l'autre qui a eu un problème. Hein. Et ça me dérangeait. De mon côté, tout allait bien et ça m'embêtait de dire, bah voilà, c'est à cause de Florian qu'on n'arrive pas à faire ce bébé. Donc, elle a essayé quand même de peser ses mots et de nous dire, voilà, ça pourrait expliquer que ça ne fonctionne pas. Et c'est là qu'elle nous dit, bah voilà, au vu des résultats, ce que je peux vous proposer, c'est soit d'avoir recours à une insémination artificielle. On va dire c'est entre 20 et 25% de chances de réussite avec tout un traitement à mettre en place aussi derrière, ou la fécondation in vitro qui a entre 30 et 35% de chances de réussite avec un traitement qui est un peu plus agressif, entre guillemets, un peu plus long, mais les chances de réussite sont meilleures. Merveilleux. Donc, on s'est regardé avec Florian et on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On en avait quand même discuté un petit peu avant parce qu'on s'était renseigné. Il m'a dit, bah voilà, c'est ton corps, c'est toi qui décides, c'est toi qui vois ce que tu es capable de supporter ou pas. Et on a décidé d'avoir recours à la méthode forte dès le départ et de s'orienter vers la FIV. C'est fou. Je pense que c'est dur aussi pour un homme quand même se dire je peux pas faire un enfant à ma femme. Qu'est-ce que j'ai, c'est à cause de moi. Je pense que même par fierté pour un homme, par tout ça, virilité, mince, c'est moi qui ai un problème. Ouais. Je pense que ça doit être quand tu même fais- dur à tu fais bien. accepter quand même. Je pense Tu fais bien d'en parler, c'est ça. Oui, complètement. Mais en effet, là, toi, tu as été donc accompagnant, tu l'as aidé, et je pense qu'il y a tellement une bonne communication entre vous deux que tout a coulé, quoi. Oui, tout a coulé. Et puis, comme tu dis, voilà, il y a cette histoire de fierté, cette fierté masculine, mais et derrière cette culpabilité, je pense qu'il a eu maintenant avec le recul, parce que même si c'est le monsieur qui a un souci, c'est la femme qui, elle, pourtant n'a rien, qui va avoir tous les traitements. Eh oui. C'est-à-dire que même si Florian avait ce petit souci, c'est moi qui ai dû avoir tous les traitements derrière, les piqûres, l'opération. Bon, on va arriver à ce moment-là. Déborah, je crois que tu es un peu calée sur le sujet de la FIV parce que tu as eu aussi une histoire un peu particulière avec ça. Alors moi j'ai une histoire particulière, oui, mais moi je suis plutôt de l'autre côté en fait. Ouais, mais justement, j'ai envie de l'entendre. Ouais. C'est-à-dire que moi je suis le 34e bébé FIV de France. Voilà, donc je suis née en 1984, le premier en France c'était 1982, donc en 2 ans il n'y en a eu que 34, c'est faux, alors que maintenant, je ne sais pas quels sont les chiffres, hein, mais énormément de femmes, de couples ont recours à la FIV. Et voilà, ouais, alors moi je l'ai su, alors mes parents me l'ont dit, et ça tu vois,
J'avais assisté il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années, à une conférence où justement un gynéco disait « Oh, ça sert à rien d'expliquer à vos enfants de la manière dont ils ont été conçus. S'ils sont conçus naturellement, vous n'allez pas leur expliquer vraiment les circonstances. Pour la FIV, c'est pareil. » Et ben moi, j'ai apprécié le savoir. Alors, on n'est pas à la même époque, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui ont recours à la FIV. Avant, 30 en 2 ans, c'était pas beaucoup, donc c'était quand même quelque chose de très particulier. Mais je me rappelle que quand mes parents, ma mère me l'a annoncé, me l'a dit, j'étais, tu vois, j'ai pas été choquée ni rien, m'a bien expliqué que c'était bien mon papa, que c'était bien ma maman, que juste la fécondation s'est faite à l'extérieur du corps et que ça a été inséminé dans le corps de ma maman. Mais en fait, je me suis dit, j'ai été vraiment désirée, quoi. C'est ça. Tu vois, je sais que mes parents, ils ont mis 8 ans pour avoir un autre enfant. Mon frère, tout s'est très bien passé de façon naturelle. Et je me suis dit, ils voulaient vraiment avoir un deuxième enfant, quoi. Ils sont allés au bout du truc, quoi. Donc déjà, c'est vrai que tu as ce sentiment-là. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, je suis là grâce à 3 personnes, quoi. C'est ça. Je suis là grâce à mon père, grâce à ma mère et grâce à un monsieur qui a donné sa vie, qui s'appelle le professeur Friedman, qui a donné sa vie à cette cause-là et a aidé les femmes à devenir maman, quoi. C'est fou. Déjà, rien que grâce à ce mec-là, t'es là. Et toi, tu vas donner la vie très, très bientôt. C'est quand même fou. Ouais. Et je suis, moi aussi, issue d'une FIV aussi. Mais non. Non, mais let's go. Mais c'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de fou. En fait, on s'imagine pas à quel point le nombre de personnes augmente nées sous FIV, parce que forcément, les techniques maintenant sont beaucoup plus performantes. Et, et c'est allé très, très vite, je pense. Mégane, t'es de quelle année, du coup ? Moi, 96. 96, il y a 12 ans. Ah, t'imagines ? Bah pareil, moi j'ai un de mes meilleurs potes aussi qui était né sous FIV. Alors nous à l'époque, on avait 12 ans, on se moquait de lui, tes parents, tu vois. Mais finalement, nous on a toujours dédramatisé le truc. On était, ton papa, en fait, il a pas ken ta mère, il s'est masturbé. On est cons, hein. Mais en même temps on est gosses. Et on en a parlé là il y a 2 jours. Et on a parlé des parents autour de nous qui avaient des enfants et qui s'en tapaient total et qui passaient leur temps à râler. Et on parlait à l'inverse de lui qui est né sous FIV, dont ses parents rêvaient d'avoir un enfant. Je pense qu'il y a beaucoup plus de pourcentage d'enfants remplis d'amour nés sous FIV parce qu'ils sont désirés, attendus comme le Messie finalement. J'ai eu énormément de mal, moi, pendant qu'on faisait ces tests avec Alix, qu'elle ne tombait pas enceinte et que je me demandais en permanence si j'avais un problème et que je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Pour moi, il est absolument inaudible d'entendre une maman me dire ce gosse là me gave, il chiale et machin et naninana. En plus elle savait qu'on avait ce désir de grossesse, et je me dis parfois elle a le droit de se plaindre, la maman. Clairement, les femmes aujourd'hui ont le droit de se plaindre, c'est fatigant d'avoir un enfant, ok, mais est-ce que tu sors d'une marche de 15 bornes, t'as marché 15 km, t'en as plein les pattes, tu vas aller voir un handicapé en fauteuil roulant pour lui dire que t'en as plein les pattes, que t'as envie de t'asseoir? Bah non, je pense que tout peut être dit, mais peut-être pas devant n'importe qui. Pas à tout le monde. Et pas à tout le monde, et pas à n'importe quel moment. Donc c'était une petite aparté. Surtout les femmes, vous avez le droit de vous plaindre, bordel. Moi j'ai eu des femmes qui sont venues en disant c'est pas un homme de me dire si j'ai le droit de me plaindre ou pas. Les filles, calmez-vous. Calmez-vous les nanas, calmez-vous les mecs, vous avez le droit de vous plaindre. C'est vrai, c'est dur d'avoir des enfants, parfois c'est fatigant, parfois on a envie de les jeter par la fenêtre. Non, je on n'a pas envie de les jeter par la fenêtre. Quand tu es sain, tu le fais pas. Voilà, tu le fais pas. Mais franchement, parfois on a le droit d'être exténué, on a le droit d'être fatigué, c'est sûr. Mais s'il vous plaît, vous savez pas en face de vous qui vous avez, vous savez pas le désir de grossesse qu'elle a. Si vous pouvez vous abstenir de vous plaindre. Les drames qu'ils ont pu vivre. Aussi. Attends, t'as des femmes, ils ont perdu leurs enfants, on appelle ça les mamans. C'était la petite aparté. Si vous nous entendez, si c'est dur pour vous d'avoir des enfants, je comprends. Mais s'il vous plaît, quand vous êtes face à des parents qui rêvent d'avoir des enfants, abstenez-vous. Gardez-le pour vous. Tournez votre langue 7 fois dans votre bouche, ce que je ne fais jamais, mais s'il vous plaît, il y a vraiment des moments pour le faire. Et je vous jure, ce moment de parents, parler de la douleur pour une maman, pour un papa, c'est pareil. Franchement, on se sent parfois nul, quoi. On se dit, c'est en fait le fruit de notre amour qui devrait ressortir normalement et logiquement, comme ça arrive à plein de monde autour de nous. Moi, je le gâche. Moi, je n'y arrive pas. Et en fait, c'est dur ce moment-là. Mégane, malgré votre malheur de ne pas avoir d'enfant de suite, vous êtes passé à la FIV. Et finalement, dès la première fois,
Ça a marché. Ouais, c'est vrai qu'on a eu énormément de chance. On a eu 5 beaux embryons qui ont été formés à la suite de tous ces traitements. On en a implanté un seul, parce qu'avant 30 ans, en tout cas à Toulon, c'est un seul embryon qui a le droit d'être implanté. Ok. Et on a eu la chance de voir que 3 semaines après, le test était positif, écho de datation et tout ça. Après, moi, je veux savoir, Mégane, parce que du coup, je connais Flo. Comment vous l'avez annoncé ? Pour les personnes qui nous ont suivis, parce que je pense que c'est essentiel quand on a recours à ce genre de parcours, c'est d'être vraiment entouré le plus possible. Donc déjà, vous, pendant que vous vouliez le faire, vous en avez parlé déjà ? Oui, on en a parlé. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec ma maman, du coup, du fait qu'elle connaissait pas mal ce sujet, donc elle a été d'une grande ressource pour moi. J'avais peu de personnes autour de moi sinon qui avaient eu recours à ce genre de technique, donc c'est vrai qu'on se sent seul au moment où on attaque le traitement, où on passe au bloc, où on est un peu comme ça. On est content d'avoir quelqu'un à qui se raccrocher, à qui poser des questions, parce que voilà, les langues se délient maintenant, mais ça reste encore un peu tabou des fois pour certains. Tu peux nous expliquer en 1 minute exactement quelle a été l'étape, on va dire, médicale pour obtenir une FIV ? Donc après l'extraction donc, des spermatozoïdes, l'isolation et l'implantation, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on te donne des trucs pour booster les ovaires ? Enfin, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Alors au début, dans un premier temps, donc, Florian a eu un traitement pour booster un petit peu vitamines pour les spermatozoïdes. Ok. Moi de mon côté, donc on vous refait faire des spermogrammes quand même, il a dû en faire 3 ou 4 pendant 6 mois, c'est assez régulier. Donc ce que j'ai fait moi une fois, à me plaindre, il est allé le faire 4 fois. Ouais, au moins 3 fois, c'est sûr. C'est pour voir à chaque fois l'évolution, c'est ça ? Pour voir un petit peu, voilà, à chaque fois, il faut que tu aies 3 spermogrammes différents pour qu'on puisse voir au niveau de la qualité, la quantité, tout ça, un petit peu ce que ça donne. Donc du côté de monsieur, c'est ce qu'il a eu à faire. Et de notre côté, après, nous les femmes, on passe à un traitement. Le gynécologue vous remet en fait tout un protocole avec une montagne de piqûres à aller chercher à la pharmacie, à mettre dans le frigo, et vous devez vous piquer. En fait, il y a une piqûre le soir. Après, vous passez à 2 piqûres et il y en a une 3e qui se rajoute pour déclencher l'ovulation. En fait, tout est contrôlé. C'est la gynécologue qui vous dit, voilà, tel jour, tu fais telle piqûre, et c'est ça qui va déclencher l'ovulation. C'est pour stimuler ? Pour stimuler, voilà, au niveau des ovaires, pour que vos ovaires ils grossissent. Plus. Voilà, pour qu'ils grossissent et qu'il y en ait un petit peu plus. Et en fait, une fois que vous avez fait cette dernière piqûre, 24-48 heures après, vous êtes au bloc opératoire. J'ai eu de la chance, moi c'était une anesthésie générale, je sais que c'est pas le cas partout, où vous êtes endormi et où on vient vous ponctionner, en fait, on vient ponctionner les 2 ovaires de la maman. C'est dingue. C'est en ambulatoire. Incroyable. Voilà, ça se passe généralement ça se passe très bien, on sent rien, c'est pas très douloureux. Donc en gros c'est pour un petit peu faire comme jamais vous avez eu un rapport, mais sauf que là c'est médicalisé. Extérieur. Voilà, c'est ça, exactement. Putain, c'est incroyable. Franchement, alors tu vois, je connaissais pas, je savais pas comment ça se passait. Pour moi, vraiment, je pense que pour beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, pour moi, la FIV, c'était on prenait les spermatozoïdes de monsieur, clac, on les mettait et puis c'était fini. C'est exactement ça, moi aussi. Ouais, toi aussi. Ça, c'est l'insémination. Et puis on appelait ça avant, la FIV, c'était les bébés éprouvettes. Ouais, c'est ça, ouais. T'as toujours l'idée de l'éprouvette que tu mélanges. Ouais. Et puis hop. Ouais. Alors moi, tu vois, tu dis éprouvette, moi dans ma tête, éprouvette, c'était épuisette. Moi je voyais genre une mini épuisette et tu cherchais les meilleurs et tu récupérais et là tu envoyais derrière. Non mais franchement, je vous jure. On n'est pas loin quand même. Ouais, on n'est pas loin. Après, on n'est pas loin. Moi c'était vraiment la seringue là qu'on mettait puis voilà. Ouais. Mais c'était vraiment le donc truc ça, ok. Ça c'est l'insémination. Merci Mégane de relever le sujet parce que c'est énorme. Je savais pas. Tu vois, par exemple, je connaissais pas du tout la différence entre l'insémination artificielle et la FIV. Génial. Mais après, il y a différentes FIV. Alors, Mégane, tu vas m'aider sur le sujet parce que je ne suis pas non plus une pro, mais tu as celle où, en gros, tu mets en contact les spermatozoïdes et l'ovule et ça se passe de façon plus ou moins naturelle. Tout à fait. Et puis, tu as la technique qui vient chercher un spermatozoïde ou un particulier et qui l'injecte dans l'ovule. Directement dedans. Voilà, donc là je sais pas toi quelle était la méthode et si on vous demande non, j'imagine que ça dépend de la qualité des spermatozoïdes. Oui, c'est ça, c'est en fonction de tes résultats. Nous, elle nous a expliqué justement par rapport au spermogramme que ils allaient voir en fait quelle technique ils allaient utiliser parce que donc quand toi tu es au bloc, il te prélève au niveau de toi de tes ovaires. Monsieur va au laboratoire, fait ce qu'il a à faire et c'est là qu'après ils les mettent en contact. Et en fait, il se passe 24 heures et les laborantins ils observent dans cette éprouvette ce qui se passe. Et la gynécologue nous expliquait que des fois,
Tu as beau n'avoir aucun souci, papa n'a rien, maman n'a rien, mais ça matche pas. Il ne se passe rien. Et à ce moment-là, on passe, ils appellent ça une FIV XI, où ils vont, comme tu disais, sélectionner un seul spermatozoïde qui vont regarder est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est viable, il n'a pas de tête, il n'a pas... Sur combien aussi quand même. C'est incroyable. Combien de spermatozoïdes on a? Des millions. Purée, ils en sélectionnent un. Ils arrivent à en sélectionner un. Et ils le mettent dans l'ovule directement. T'imagines, ils sélectionnent, à la fin c'est un connard. À quoi tient la vie, quoi. Ah mais franchement, le mec a choisi celui-là. Mais c'est ça. C'est comme si tu as une pêche au canard avec 100 millions de canards et puis tu veux celui-là qui a l'autre bout, t'en chopes un. Ce canard, c'est complètement fou. Alors j'imagine que ça doit tellement évoluer que finalement, j'en viens vraiment plus loin, mais est-ce qu'on va pas finir par carrément sur la FIV avoir de la sélection génétique parce que on arrive tellement à voir plus loin que est-ce que plus tard on arrivera à voir qu'un spermatozoïde va être un garçon? Est-ce qu'on va voir qu'il va être... Je pense qu'ils sont capables de voir ça déjà et que heureusement l'éthique, ou alors ils seraient pas loin d'y arriver, mais l'éthique, il y a quand même tout ça, c'est quand même vachement encadré. Complètement. Dit que là, stop, non, là c'est trop loin. Ah mais c'est clair. Par exemple, aux États-Unis, moi j'ai mon pote, tu sais, à l'écho de datation, normalement avec une prise de sang, ils sont capables de dire c'est un garçon ou une fille. Mais tu sais pourquoi ils le font pas? Ouais, parce que sinon il y a une sélection génétique. Les mecs ils se disent moi je voulais un gars et j'ai une fille. Et j'avorte. Donc c'est pour ça qu'en fait, même moi, mon gynéco, il y a eu un moment où je me suis posé la question, le gynéco d'Alix, je me suis posé la question, il était presque à nous dire je connais le sexe mais j'attends. Et en fait il attendait, et dans ma tête je me disais mais pourquoi il attend? En fait il attendait le moment où pour nous c'était trop tard de reculer. C'est ça. Mais je dis mais on aurait reculé, mais je pense qu'il y en a tellement des tarés. Et c'est pour ça que tu vois, à l'écho T1, aux 3 mois, tu sais, tu peux trouver la technique, il y a une question d'orientation. Moi je m'amuse souvent avec les copines qui sont enceintes, allez bien on regarde. Voilà. Mais en fait je pense qu'ils savent très bien le faire, mais qu'ils s'abstiennent en fait. C'est pas plus mal finalement parce que mais oui, attends, et on va même finir après par dire non je veux pas celui-là, cet embryon là il va avoir les yeux bleus et peut-être après même plus loin peut-être qu'ils vont sélectionner aussi des spermatozoïdes qui n'auront pas de maladie, qui vont bien évoluer. Ça c'est génial. Je me demande s'ils ne commencent pas à faire, tu vois, dans les maladies très génétiques, ils regardent vraiment. Hein. Alors, je ne suis pas si sûre parce que j'en ai déjà eu, tu vois, au travail, des mamans qui avaient recours à une FIV et dont les enfants ont des maladies génétiques. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils poussent encore là, aussi loin. Peut-être qu'ils n'y arrivent pas incroyable. À le faire. Alors, ils y arriveront peut-être. On va revenir un petit peu au sujet. Donc là... clairement incroyable, vous annoncez à vos proches que tu as eu la FIV. Ça y est, donc j'imagine, moment de joie. Oui, énorme. La Flo, il chiale. Presque. Presque. Ah, il n'a pas pleuré. Mais il était là, genre, mais déjà, en fait, on nous a tellement mis en tête, il y avait 10% de chances que la première FIV fonctionne, qu'on s'était dit, mais bon, allez, on va pas trop espérer. Bien évidemment, tous les jours, vous avez envie de faire le test, on va pas se mentir. C'est ça. Mais on attend, parce que c'est trop tôt avant. Et finalement, je fais le test même plus tôt que ce que le gynécologue m'avait dit. Et là, tu vois que tu es enceinte. Et là, je vois que je suis enceinte et je lui fais la surprise, voilà, le soir en rentrant du travail. Mais il était encore sur la réserve de me dire, mais est-ce que tu es sûre? Est-ce que tu es sûre? Est-ce qu'il va s'accrocher? Et oui. Parce que c'est bête ce que je vais dire, mais quand tu fais la FIV, même en éternuant, tu as peur après que le bébé ne tienne pas. Mais c'est clair. On devient complètement fou après. Mais même maintenant, là, j'imagine, toi, tu habites à Toulon, vous n'avez pas énormément de dodanes, mais à chaque fois que tu prends un dodane, t'as pas l'impression que tu vas accoucher, ça? Non, mais t'as des dodanes. Quand tu vas aux toilettes, quand... Si, au début, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Donc là, aujourd'hui, tu as ton 6e mois de grossesse. Comment se passe ta grossesse? Est-ce que émotionnellement, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est différent par rapport à ce que tu as déjà entendu des grossesses classiques? Là, non, pas spécialement. Je la chéris, mais alors plus. Bon, comme tout le monde, je pense. Mais c'est vrai que là, de me dire... comme elle disait Déborah, c'est un bébé qui a été plus que attendu, plus que désiré, plus que... C'est notre plus grande fierté de nous dire que maintenant, voilà, le parcours, il a... Et encore, comme on disait, on a eu de la chance, ça a marché du premier coup. Mais de se dire, voilà, ça y est, la machine, elle est lancée. Ce petit bébé, il sera là dans 3 mois. Et on est fiers. On est fiers de se dire, voilà. Et puis, Mégane, elle a aussi... le côté professionnel, Mégane, elle a travaillé avec moi en néonat, elle sait très bien ce que c'est d'avoir un bébé prématuré, donc je pense que quelque part tu vois, ça change ta vision, tu sais ce qui peut arriver, quoi, t'es pas inconsciente, donc tu fais attention aussi. Est-ce qu'il vaut mieux pas d'ailleurs ne pas le savoir quand même, parce que ça t'enlève un peu. Alors je pense que les femmes devraient être prévenues en disant
calmez-vous, allez-y tranquille, détendez-vous. Mais est-ce que c'est pas un stress en plus, justement, de savoir, de connaître, tu vois parce que tu as les étapes, tu as les 24 semaines, 26 semaines, 30, 32, tu les comptes, quoi. C'est un truc de fou. Je pense qu'il y a des avantages en étant puéricultrice comme Déborah. Je pense qu'il y a des choses qui vont nous servir quand on va être maman pour pas se stresser, parce qu'on sait ce que ça peut être, on sait ce que ça peut donner. Mais autant, on connaît aussi les mauvais côtés. Et la moindre chose, on va se dire, ah punaise, c'est peut-être ça, ou c'est ça. En fait, notre prisme, nous, de vision, il est changé. Tu vois, moi, je travaille en néonat. Mégane, elle est passée par un néonat, mais elle travaille en pédiatrie. Tu sais ce qui peut arriver. Tu sais que tel signe... toi, tu penses à ce que tu as vu, en fait. Même si le pourcentage est infime, tu penses au pire, quoi. Moi, je me rappelle, ma grossesse, tu vois, je travaillais en réanimation néonatale. Je me suis dit, c'était ma première, j'étais jeune, j'avais 26 ans, je me suis dit, mais là, je suis à 24 semaines, ça y est, je vais au moins le connaître. Peut-être que ça ira pas au bout parce que j'ai conscience que malheureusement ça peut mal se passer, mais au moins je vais voir mon bébé. Il sera viable. Horrible de dire horrible. ça. Oh là là là. On se l'est dit aussi. Dans une grossesse comme ça. On se l'est dit, c'est terrible. Mais quand t'attends cette grossesse, tu comptes les jours, tu regardes les semaines. Moi avant je comprenais pas. Ceux qui disaient 24 SA, 32 SA, machin, t'es loin. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes pas parents, rassurez-vous. Les semaines aménorrhées, c'est en gros la dernière fois que tu as eu tes ragnagnas. Voilà, et à partir c'est ça. Après, il y a SG, c'est semaines de grossesse. SA, c'est semaines aménorrhées. Voilà. Donc moi, je n'étais pas au courant. Je pense que lui, il est toujours pas au courant non plus parce que vous allez voir, son histoire est assez incroyable. Pour en revenir à Mégane, ta grossesse se passe bien. Oui. Tu n'as pas d'inquiétude, tu n'as pas de complications. Pour le moment, j'espère. Il y a eu quelques petits désagréments comme toute grossesse, je pense. Mais on n'est pas à plaindre. Avec Flo, tout se passe bien. Tout se passe très J'imagine que là, maintenant, vous commencez à plus que vous projeter. Oui. La chambre des enfants, enfin de l'enfant, le fait de commencer à se dire attends, quelle couche on va prendre, quelle couleur, le prénom, les parrains, les marraines, c'est tout un tas de questions merveilleuses. C'est les meilleurs moments. C'est les meilleurs moments. Après, c'est vrai que quand tu fais ce genre de parcours, on parlait le prénom, les parrains, les marraines, t'as tellement le temps du coup que le prénom il était déjà choisi, les parrains, les marraines c'était fait. Enfin, t'as le temps de tout anticiper sur ça, de te dire quand tu seras là, ce sera ça. Magnifique. Un sujet que j'aimerais énormément. Alors lui, il n'a pas le temps. Ça d'ailleurs, c'est un sujet que j'aimerais bien traiter. Et dites-moi en commentaire juste en dessous si vous aimeriez qu'on parle un petit peu des prénoms. Par exemple, est-ce qu'il est important de donner avant les prénoms des enfants? Pourquoi le faire? Pourquoi ne pas le faire? Est-ce que vous pensez que les gens peuvent orienter votre décision finale en disant tu vas l'appeler Kevin, mais c'est de la merde Kevin. Alors pitié Kevin, ça va. Excusez-moi pour les Kevin, ils prennent suffisamment cher sur les réseaux sociaux les Kevin. Donc ça, ce sera un sujet que j'aimerais aussi aborder. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez un prénom extraordinaire qui aurait fallu s'abstenir. En tout cas, c'est quelque chose que j'adore. Maintenant, Mégane, tu vas bientôt te projeter sur la finalité de cette grossesse. Tu en es encore pas au bout. On va dire que tu es un peu après la moitié finalement. Donc même pas mal après la moitié. Tu es aux 3/4. Voilà. 3/4 de la grossesse. Mégane, est-ce que tu aurais un message d'espoir pour tous ceux qui ont du mal à devenir parents? Ne jamais baisser les bras, toujours, et comme je le disais tout à l'heure, bien s'entourer, parce que ça, je pense que c'est vraiment primordial, ne pas se sentir seul pour les traitements, pour avoir quelqu'un à qui se raccrocher, à qui parler, à qui... parce qu'on se sent vraiment seul, à des moments on se sent vraiment très très seul, et on n'a pas envie déjà d'accabler le compagnon en face, et d'être bien entouré, je pense que c'est la clé pour que ça se passe bien s'informer. Et voilà. Bravo. Déborah, j'imagine que toi, dans ton métier, tu as énormément rencontré de personnes qui ont eu du mal au début à avoir des enfants. J'imagine que des histoires extraordinaires dans le sens où on te dit que c'est jamais possible d'avoir un enfant. Tu en as entendu et tu en as vu et finalement... Parfois, c'est possible. Souvent, c'est possible. On est quand même en 2024. Aujourd'hui, c'est quand même assez évolué. Est-ce que tu as aussi des encouragements pour toutes ces personnes à qui on dit « c'est mort, vous n'aurez pas d'enfant »
que la médecine n'est pas toujours une science exacte et que des fois, voilà, il y a des pronostics qui sont déjoués haut la main, quoi. Donc, ne pas perdre espoir et puis advienne que pourra, quoi. Mais... J'ai reçu un message d'une maman il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours. Je rêverais qu'elle vienne dans cette émission. On lui a dit, c'est mort, vous n'aurez jamais d'enfant. C'est impossible. Les filles et tout, elle avait essayé 5-6 fois, elle est partie en Espagne et tout. Ça marchait pas. Finalement, aujourd'hui, elle a 4 enfants quand même. Ouais. Et il n'y a pas eu de FIV. C'est arrivé normalement. Ouais. Voilà. Mais souvent, ça, c'est des histoires assez courantes quand même, qu'on est dans un protocole de FIV, voilà, on est vraiment là-dessus. Et puis au moment où on se dit, ouais, c'est bon, c'est fini, on arrête, c'est pas grave, on n'aura pas d'enfant. C'est quand tu relâches. C'est là que ça fonctionne. Mais je trouve que c'est un peu dur aussi pour les futures mamans d'entendre ça, en fait. Ouais. Parce que ça veut dire que... relâcher, quoi. Abandonner, et puis prise. Après, ça va aller. Ça, c'est horrible. Voilà. Ouais. Et puis ça, je pense que personne n'a envie de l'entendre, en fait. Non. Même si l'esprit a certainement beaucoup... d'influence sur le corps, et je pense qu'on va en reparler après, mais je pense que ça, tu vois, dans les choses à dire ou à pas dire, ne pas aller dire à une maman arrête d'y penser, c'est pas possible. C'est vrai. C'est le pire. C'est pas possible. Alors, et puis, combien de fois on l'a FIV entendu ou pas FIV, en fait, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, quand tu as pris la décision d'avoir un bébé, c'est que tu es prêt maintenant, tu n'es pas prêt dans 6 mois si tu prends la décision. Tu vois. Mais c'est clair, donc, c'est clair. C'est pas possible de donner ce conseil-là. Non, c'est vrai. Alors qu'en plus, on le sait bien, si vous l'avez déjà dit, si vous le dites demain, ce sera jamais malveillant pour la personne. On le sait très bien. Mais parfois, ça peut blesser. Allez, relâche-toi, tranquille, t'as le temps. Arrête d'y penser. Ouais. Ce sont des phrases qu'une maman qui essaye et qui rêve a du mal à entendre. Donc rassurez-vous, si vous êtes maman, si vous avez le désir d'être maman, moi je suis sûr et certain qu'un jour ça vous arrivera. Et le bonheur, il n'arrive pas qu'aux autres. Il n'arrive pas qu'aux autres. J'ai envie de passer ce message d'espoir aujourd'hui parce que vous êtes de nombreuses mamans aujourd'hui à rêver de l'être. Vous êtes des nombreuses femmes, à rêver d'être maman. Il y a même aussi des mamans qui rêvent encore d'être maman et qui n'y arrivent pas. Donc ça peut arriver. Il y a aussi des personnes qui n'arriveront jamais à avoir des enfants et qui n'en veulent pas. Surtout parce qu'on parle souvent des mamans qui sont devenues mamans. On parle souvent des mamans qui aimeraient devenir maman. On parle que très peu des mamans qui ne veulent des femmes qui ne veulent pas devenir maman. Clairement, laissez-les tranquilles. Si au repas de famille, Tata Janine, elle est toujours sur la même petite fille en disant hey, oh, mais toi, c'est quand tu vas nous en faire. Oh, si elle n'a pas envie, moi j'ai des potes, elles n'ont pas envie. Et heureusement d'ailleurs, parce que si elles en faisaient, ce serait une vraie galère. C'est de plus en plus courant. Enfin, je pense que c'est avec les générations actuelles, mais moi, je ne l'entendais pas forcément avant. Aujourd'hui... j'ai des copines qui me disent moi j'en veux pas quoi. Et je crois que j'avais lu un article, c'est que ça serait, alors il me semble si je me trompe pas, environ 30% des femmes qui sont en âge de procréer qui ne voudraient pas d'enfants. Donc c'est quand même énorme. C'est énorme. Après franchement je les comprends quand je vois souvent les parents autour de nous, quand j'entends les discussions, mais même moi maintenant qui suis devenu papa, là ça va, c'est cool, on parle entre nous et tout, c'est une émission dédiée à ça. Mais je peux pas parler de mes gosses toute la journée, quoi. On a besoin de parler d'autres choses. Oui. Il y a d'autres choses dans la vie. Alors c'est sûr, pendant un moment, on voit que ça, on ne pense qu'à ça. Mais je peux vous assurer, vous êtes des parents, s'il vous plaît, parlez un peu d'autres choses avec ceux qui ne le sont pas, parce que on s'en tape en fait de vos histoires. Vraiment, on s'en tape. Alors, il y a peut-être des gens qui rêveraient d'être parents et qui vous posent la question alors et tout. Engagez le sujet, c'est cool. Mais franchement, si on vous parle de ça toute la journée, c'est relou en fait. Voilà. En tout cas, merci Mégane pour ton témoignage. J'espère vraiment te recevoir très bientôt pour parler d'un prochain sujet qui sera dédié à la naissance. Donc, on va suivre ça de très très près. Maintenant, nous allons passer les filles à la rubrique des histoires extraordinaires. Et ce sera notre dernière rubrique. C'est parti. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Anthony, il a vécu une situation des plus surprenantes. Il est devenu papa sans le savoir suite à un déni de grossesse alors qu'il était en vacances en Australie. Lui et la mère de sa fille ont appris qu'ils allaient avoir un bébé le jour même de la naissance. Aucune indication ne laissait supposer cette grossesse. Elle avait ses règles, ne présentait aucun symptôme, sans aucune prise de poids. Ce bouleversement inattendu a complètement transformé leur vie. Du jour au lendemain. Anthony, comment ça va ? Bah moi ça va. Et moi j'ai écouté toutes les préparations, tout ça. Non, moi il n'y a eu aucune préparation. Là, rien du tout. C'était à l'autre bout du monde.
Dans le désert. Incroyable. Voilà, c'était dans le désert aussi. Donc, Anthony, est-ce que tu peux nous raconter le moment exact où vous avez appris que vous alliez devenir parent? Dans le désert, sur un trottoir. Putain. Voilà. En fait, on travaillait chez les personnes, on était hébergés, donc c'était vraiment du working holiday qu'on appelait ça. Et un matin, donc elle se lève, elle me dit j'ai mal au ventre. Donc c'est vraiment en bas du ventre, tout ça. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe encore? Parce que c'est vrai que là-bas on n'a pas souvent des maladies, mais on mange pas pareil, tout ça quoi. Et je lui dis elle me fait l'appendice. Ça y est, elle a mal au ventre, tout ça. Donc je vois elle commence quand même à bien avoir mal. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et j'appelle quand même sa mère. Je dis parce qu'elle avait du mal à parler quoi. J'appelle sa mère. Je dis est-ce qu'elle a été opérée de l'appendice? Elle me dit non. Je dis autant bim c'est ça. Donc je prends le 4x4 parce qu'on avait vraiment un 4x4 aménagé. Et on était quand même à 3/4 d'heure, 1 heure de l'hôpital le plus proche. Donc on prend le 4x4, je la mets dans la voiture. Allez, on fait 150 mètres, pas plus. Elle me dit stop. Voilà, donc on s'arrête. Elle descend du 4x4 et elle me dit vite dans le pantalon, enfin dans le legging. J'ai eu le temps de descendre et en fait il y avait ma fille dans le legging. Voilà, donc c'était vraiment... donc en plus, je vois ma fille dans le pantalon, dans le legging. Donc avant même de voir ta fille, t'as vu quelque chose bouger dans le legging de ta nana en fait. En fait, elle m'a dit vite, viens là. Même elle me dit j'ai un truc, j'ai un bébé. Enfin, elle savait pas trop les mots non plus. Le legging finalement, il a retenu un peu le bébé parce que sinon il serait tombé par terre quoi. C'est ça. Mais en plus de ça, c'est que ma fille ne respirait pas. Voilà, donc, rien. Donc moi, Anto, avant d'arriver là-dessus, déjà, quelle a été votre réaction immédiate? Oui. C'est-à-dire que là, je suis désolé, quoi. C'est un truc de fou. En fait, c'est je sais pas, ce sentiment de temps. Tu peux pas dire est-ce que ça passe vite et c'est peut-être passé en 3 secondes ou moi j'ai l'impression que c'était des heures. Donc c'est compliqué à te dire en fait qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là. Il y a tout qui se mélange dans ta tête. Qu'est-ce que tu fais? Moi, la première chose que j'ai faite, c'est d'allonger la maman par terre. Parce qu'en plus, elle faisait beaucoup de cris d'asthme. Donc voilà, pour déjà la rassurer, parce qu'elle était en pleurs, elle était en panique. Ouais. Et donc, moi, le premier geste que j'ai eu, alors comme je disais, peut-être que j'ai vu ça dans des films, je ne sais pas, mais j'ai pris ma fille donc, à l'envers sur mon bras et je l'ai secouée. T'es en mode automatique à ce moment-là. Là, je sais pas. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Et puis, je l'ai secouée, je l'ai tenue, je la secoue. Et puis, d'un coup, un gros liquide sort de sa bouche, quoi. On aurait dit flubber, c'était tout dégueulasse. Mais flubber, pour ceux qui nous rejoignent, qui ne sont pas nés dans les années 90, c'était une petite patte qui bougeait vers ça. Voilà, et là d'un coup elle se met en fait à crier. Donc là, en fait, là, tu t'es soulagé, mais en même temps, tu es tellement choqué. Enfin, finalement, jamais tu avais pas mis ta fille sur l'avant en la stimulant, parce qu'on appelle ça du stimuli, finalement, quand tu la stimules. Elle n'aurait peut-être pas eu son cri, elle se serait étouffée, bébé mort à la naissance, quoi. En fait, moi, déjà, j'avais quand même le cœur qui battait à 10 000 à l'heure, parce que je me disais, c'est un bébé mort. Enfin, il est mort, elle est morte. Ouais. Bon, j'ai pas regardé le sexe, hein, là, à ce moment-là, j'ai pas eu le temps de voir le prénom, tout ça. Je sais même pas si c'était une fille, garçon. Déjà, c'est un bébé, tu voilà, as dû te demander. Et puis, c'est pareil, quand ça a été toute bleue, quoi. Donc, c'était vraiment bleu, un truc impressionnant. Et le premier réflexe que j'ai, c'était de la sauver, en fait. Donc, je sais pas si c'était un réflexe ou un automatisme, je sais pas. Là, à ce moment-là, c'était le destin. Ton instinct. Mon instinct, il est parti comme ça, quoi. Anthony, c'est un truc de fou. Là, clairement, j'imagine que tu comprends qu'il s'agit d'un déni de grossesse très rapidement. C'est ça. La maman, à ce moment-là, elle est mal. Elle vient d'accoucher. Elle vient d'apprendre qu'elle a eu un bébé. Enfin, c'est un truc de fou. Toutes les questions qu'on vient de soulever là ensemble pendant ce podcast, c'est-à-dire que vous ne vous l'êtes pas posé à aucun moment. L'idée du sexe, du prénom, de comment c'est et tout. Là, vous devenez parent d'une seconde à une autre dans un pays qui n'est pas le vôtre, seul, sans votre famille. Qu'est-ce qui vous passe par la tête ? Mais surtout que c'était pas prévu. Non. Nous, on n'en parlait même pas d'avoir un enfant parce qu'on devait continuer encore notre voyage. Donc c'était pas du tout prévu qu'on devait avoir un enfant, quoi. Donc là, qu'est-ce qui vous vient à la tête ? Le premier truc, c'est quoi ? C'est d'aller sauver l'enfant, de sauver la maman, de l'amener à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Anto ? Moi, ça a été compliqué parce que comme je disais, après, je prends ma fille, elle se met à pleurer. Je prends mon t-shirt, je sais pas pourquoi, j'arrive à prendre mon t-shirt et puis je mets sur elle. Et puis le premier aussi réflexe que j'ai, c'est de prendre le cordon médical et puis de le serrer.
c'était vraiment le premier réflexe. Donc déjà, il faut savoir aussi que je suis resté 3/4 d'heure, 1 heure comme ça. Donc le temps que quelqu'un passe. Comme je disais, c'était vraiment dans un petit village dans le désert, personne passait. Donc on était à plus de 40 degrés dehors sur un trottoir. Voilà, donc elle, à un moment que j'ai réussi un petit peu, on va dire, à calmer. C'était moi qui n'aime pas le sang, en plus déjà, j'ai horreur de ça. Donc je te laisse imaginer le truc, quoi. Et là, il y a quelqu'un qui passe. Donc là, miracle, d'un coup, parce que ça faisait un moment que tu attendais sur le bord de la route. Ça que faisait au quelqu'un moins passe. une demi-heure, 40 minutes que j'attendais au bord de la... Je pouvais pas, j'avais la main, j'avais ma fille, et puis dans l'autre, j'avais le cordon. Donc, et puis la maman qui était là-bas et qu'il fallait aussi que je la calme. Dans donc, un désert en Australie. Voilà. Voilà. Allez. Donc il y a... Donc j'avais quelqu'un, je fais signer un petit peu du coude. Ouais, non, du coude. T'as agité le cordon. Non, mais du coude. Et puis la personne me fait signe. Je dis putain, mais t'es con, quoi. Ouais. Je te fais pas Mais coucou. truc, ouais, non, mais il pensait peut-être que j'étais en panne ou quoi. Donc il fait quand même demi-tour et puis il s'arrête. Et puis là, il comprend la chose. Donc le premier réflexe, c'est qu'il avait une sorte de couverture ou quoi qui pose donc, du coup sur la maman. Parce que forcément, elle était allongée par terre. Et puis là, donc du coup, ils appellent les ambulances qui sont venus encore une demi-heure après. Donc déjà, ça fait déjà au moins une bonne heure et demie. J'ai l'impression que ça faisait déjà 2-3 mois, une année que j'étais sur le trottoir. Hein, donc, et donc, pareil, donc, je discutais avec maman et je lui disais, bah, tiens, c'est une fille. Voilà, c'est une fille. Comme j'ai le premier réflexe que j'ai, alors ça peut être marrant, mais j'ai compté les doigts de pied, les doigts de main. Est-ce qu'elle dit, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il n'y a pas de malformation? Le ça, mec, donc, il apprend à l'instant qu'il est daron. Il compte les orteils. Et il compte les orteils, quoi. Ouais, T'avais c'est ça, vraiment que ça à foutre. il y avait tout. De toute façon, j'avais que ça à foutre, effectivement. Tu vois. En attendant, en même temps, en attendant ouais. 3/4 d'heure une ambulance, je pense que t'as que ça à faire. Hein. Je compte les cheveux même. Hein. Ah, bah, c'est ça. Et puis encore qu'on était bien placé au niveau du 4x4 et du soleil, parce que là-bas, ça crame. Donc, on était à l'ombre. Donc, déjà, il y avait aussi un bon point. Et puis, donc, du coup, ils étaient obligés d'être à 2, en fait, pour me desserrer les doigts. J'étais tellement bloqué, crispé, que ils étaient à 2, ils n'arrivaient pas. Ouais, parce qu'en donc, fait, quand t'attends, en fait, je pense que c'était clairement un truc de stress. Hein. T'étais là, t'étais stressé, tu t'es retrouvé avec le cordon. À la fin, je sentais même plus mon bras. Ah, mais tu m'étonnes. Donc, Tu m'étonnes, c'est clair. Je sentais plus mon bras, mes doigts. Et puis, c'est vrai que là, donc, du coup, l'ambulancier, il arrive et puis il dit vous avez choisi un prénom? Ah bah là. C'est là qu'on réagit, nous, 1h30 après. Faut peut-être trouver un prénom. Et puis, en fait, on s'est dit, Léana. Comme ça. Et elle m'a dit, ouais, j'ai envie qu'elle s'appelle Léana. Ok, let's go. Bim, allez, Léana. Bon, alors déjà, là, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de grande discussion, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de « oh, tu devrais plutôt, machin ». Là, tu étais d'accord. J'ai dit, allez, feu, c'est Léana. Donc, j'imagine. Alors, est-ce que au moment où là, vous êtes dans l'ambulance, direction l'hôpital, là, tu commences à te rendre compte de ce qui se passe, tu commences un peu à reprendre un peu les esprits, parce que sur le moment, tu as l'adrénaline. Là, quand tu commences à voir que, ça y est, vous êtes pris en charge, tu commences à souffler un petit peu. Qu'est-ce qui se passe Pas à ce moment-là. À ce moment-là, tu es encore perdu. C'est vrai. Tu t'es encore perdu. Qu'est-ce qui t'arrive? Du coup, tu vois la maman et ta fille partir dans l'ambulance. Toi, tu suis avec le 4x4. Un gros 4x4 en plus aménagé pour faire du voyage. Donc, eux, ils vont à toute allure. Tu vois, toi, tu peux pas dépasser les 100. En fait, tu prends vraiment conscience quand je suis arrivé à l'hôpital. Donc, le début, ils l'ont mis dans une couveuse, dans une boîte. Ouais. Enfin, parce qu'en fait, on ne sait pas, est-ce que tout allait bien vraiment? Est-ce que tous les organes sont là? Est-ce que c'est 6, 7, 8 mois, 9 est-ce mois? qu'elle respire bien? Sait pas. Est-ce qu'elle a une bonne thermorégulation? Est-ce qu'elle est capable de se nourrir toute seule aussi? J'imagine que ça, c'est des questions que toi, tu ne sais pas sur le moment, mais que les médecins, quand ils arrivent, c'est les 3 premières choses qu'ils regardent. La respiration, la température et la nutrition? Nutrition, pour l'instant, oui, on fait un petit check-up. Un petit check-up, et puis oui, effectivement, on va voir, surtout si elle n'a pas eu froid. C'est ça. Surtout si elle, a priori, à 40 degrés dans le désert, je pense qu'on était était pas mal. Ça allait pas mal. En tout, on t'annonce très rapidement que Léana va bien. Alors, pas rapidement. Déjà, j'ai tout le personnel qui sont à côté de moi. Il y a au moins une dizaine de personnes. Ils me posent plein de questions parce que ils sont tous un peu choqués aussi de ce qui s'est passé, quoi. Comment ça s'est passé, tout ça. Alors en plus, moi, donc déjà, je commençais déjà à bien parler anglais, mais j'avais tellement le cerveau à droite à gauche que je savais même plus parler anglais. Oui, alors là, je comprenais plus rien. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'en plus de ça, on a oublié le fait qu'il ne parlait pas la même langue. C'est ça. Donc là, je comprenais plus rien. On me posait plein de questions. Ouais, ok. T'arrivais à retenir quelques mots et en assembler en faisant une phrase, mais t'arrivais pas à clairement savoir tous les trucs. C'est ça, exactement. On me posait plein de questions. Impossible de savoir. Et puis, quand même 3 heures après,
Mais en fait, là, on m'apporte ma fille. Et on me dit, déshabillez-vous. Là, tu te dis, ça commence à être chaud cette histoire. Ils sont chauds, les Australiens. Pas de petite infirmière, Ok. qu'est-ce qui se passe? Non, donc du coup, je comprends pas. On me demande d'enlever le t-shirt. Donc j'enlève le t-shirt. Et puis là, on met ma fille sur moi. Donc vraiment, là, du pot à pot. Et en fait, c'est là où, honnêtement, je commence à pleurer. Voilà, j'ai tout qui... Donc là, peut-être que tu réalises à ce moment-là, pendant le pot à pot. Je commence en fait à réaliser, mais c'est toujours pareil, sans trop réaliser. Mais là, oui, je dis, ça y est, j'ai ma fille. Et puis on me dit, voilà, c'est tout le stress, parce que on comprend pas ce qui se passe. On devait partir, nous, 3 semaines après, on devait partir dans un autre pays. Donc c'était vraiment pas prévu, quoi. Donc c'est là que je voulais en venir. Comment vous êtes adapté à ce changement soudain dans votre vie? Parce que là, vous êtes en Australie, vous avez personne autour de vous, vous n'avez pas Personne. Pas de poussette, pas de couche, pas de biberon. Je sais même pas le lait, comment ça marche. Comment vous êtes débrouillé? Et en fait, là, c'est là où c'est la grande force de l'Australie. Il y a l'ambulancier qui est revenu. Et donc, parce qu'on avait vraiment un 4x4, on ne pouvait même pas mettre un siège auto, c'était tellement aménagé camping que l'ambulancier qui vient, et en fait, il nous achète une poussette. Neuf. Donc vraiment une grosse poussette. C'était une belle poussette ou pas? Ah ouais, c'est une poussette. Je veux pas la rose. tu sais, en plus avec les ressorts, tout ça. Et après, en fait, on nous appelait le Baby Angel. J'ai eu 15 kilos de vêtements de tout le village. 15 kilos. On a même dû en renvoyer en France tellement qu'on en avait trop. On a l'armée qui nous a acheté plein d'affaires, qui nous a réaménagé le 4x4. Mais le plus beau aussi dans l'histoire, c'est que la personne en fait, qui a appelé l'ambulance, et ça, c'est très, très beau. J'ai toujours contact avec lui qui s'appelle Trevor. Et en fait, il nous a prêté sa voiture. Mais aussi, il nous a passé sa maison. Donc, c'est-à-dire que lui, il est parti chez ses parents pour nous laisser sa maison. Il m'a pris dans son travail. Parce que forcément, il fallait attendre 3 mois. On ne pouvait pas prendre l'avion, tout ça. Donc, il fallait bien aussi gagner un peu sa vie. Donc, il m'a pris dans son travail. Imaginez-vous ça, en France, on a 2 étrangers qui sont en vacances. Madame accouche, est-ce que vous pensez que le mec va lui donner sa maison, son travail, la bagnole, les trucs et tout? Je trouve que c'est absolument merveilleux. J'imagine que ça, quand ça arrive, ça te touche énormément. Ta fille, tu la vois grandir, tu la vois évoluer. Alors grandir peut-être pas aussitôt, mais tu vois que ça y est, ça se passe bien, tu peux l'habiller, tu peux la nourrir, tu peux la transporter. Toi, tu commences à reprendre le travail en Australie. Là, énorme chamboulement dans votre vie. Et en plus, elle veut apprendre l'anglais. Là, ça y est, là, elle me dit, papa, je veux apprendre l'anglais. Maintenant. Oui, ça y est, là, maintenant, ça y est, elle est à fond aussi, elle comprend. Alors ça, je viendrai à ça à la fin. J'imagine qu'il y a dû avoir des défis et des moments forts après être devenu parent du jour au lendemain. Quels étaient-ils? C'était dur parce que déjà, 3 mois dans un autre pays avec sa fille, on est vraiment loin de la famille. Donc, à part à faire des visios, c'est compliqué. Moi, je devais quand même retourner travailler parce que forcément, il fallait aussi payer la nourriture. Mine de rien, on avait quand même, comme je dis, encore une grosse solidarité des Australiens parce qu'on avait une petite mamie tous les jours. Elle nous ramenait à manger. Tous les jours. Et elle demandait même pas voir la petite, rien. C'était vraiment... la pure bienveillance, quoi. Exactement. Ouais, ça existe encore dans ce monde. C'était impressionnant. Manto, j'imagine qu'avec le recul, maintenant, tu dois halluciner quand, déjà, rien que nous, on entend cette histoire. On est tous abasourdis. Comment vis-tu cette expérience aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis fier parce que quand je vois ma fille, je me dis, elle est là quand même un peu grâce à moi. Bien sûr. C'est vrai que je dis, j'ai accouché ma fille. Ouais. J'ai tenu le cordon, je l'ai sauvée et en fait c'est une fierté mine de rien. Donc pour l'instant elle est encore petite, elle comprend pas tout ce qui se passe. Elle a 5 ans. Incroyable. Donc je pense que plus tard elle aura une belle histoire à raconter. Voilà, je suis né, là c'est pour ça, j'ai un tatouage qui explique un peu tout son parcours. Mais je suis né en Australie, dans le désert, et c'est mon papa qui m'a sauvé. Magnifique. Alors, moi, j'ai une question. Parce que quand on t'écoute, on voit que là, tout de suite, quand il y est, instinct de survie, tu fais les gestes que tu n'as pas forcément appris, tu la mets à l'envers, tu la tapes, elle régurgite ce qu'elle avait pour pouvoir respirer, tu clampes le cordon et tout ça. À quel moment vraiment tu
a pris conscience de ce déni de grossesse et que pendant 9 mois ou un peu moins, je sais pas, il y avait un bébé qui se développait dans le corps de ta femme, à quel moment tu as fait le film arrière et que tu t'es dit waouh, mais il s'est passé un truc de dingue et on n'a rien vu? À quel moment tu as réalisé ça? Ou est-ce que tu l'as pas réalisé encore vraiment ou... C'était si, alors parce qu'on est quand même nous restés 3 semaines à mois à l'hôpital. Donc Ouais. normalement, je crois que c'est 3-4 jours. Oui. Et puis après, voilà, nous, c'était un mois. Parce que comme dit, il fallait faire plein de tests, vraiment. Et puis après, on a dû y retourner une fois par semaine. Mais c'est vraiment quand on arrivait chez Trevor, chez la personne qui nous a donné sa maison. Et puis en fait, on s'est posé. Surtout qu'il faut savoir que Trevor, il nous avait aménagé une chambre pour elle. Enfin, il nous avait mis un lit. Il était parti acheter un lit, mais vraiment tout ce qu'il faut. Et puis d'un coup, on se pose là, mais en fait... Qu'est-ce qui s'est passé quoi? On n'a rien vu. Ah ouais, c'était parce que même 2 semaines avant, on se disait, bon, elle est tombée, on voyait des baleines, elle était tombée par terre. Voilà, elle s'était vraiment fait mal. Donc à ce moment-là, on se dit, mais en fait, elle était déjà enceinte, elle aurait pu le perdre, mais mais après, on réalise jamais, en fait. Même quand on regarde le avant, même à ce jour, on se dit, mais... Y a-t-il eu des signes avant-coureur, maintenant que tu as cette réflexion-là, où tu t'es dit, putain, Avec le peut-être recul. avec le recul, ça, à en ce fait. moment-là, peut-être on aurait pu s'en rendre compte, quoi. Non, même pas. Non, il y avait pas de signes, rien. Et ils te l'ont estimé, la grossesse, à combien de mois? Le poids, elle pesait combien? Alors, c'était 2 kg 300, 400, quelque chose comme ça. Ouais, c'est le Alors genre ça, de je truc sais que tu plus. prends quand t'es en vacances, quoi. Tu Ouais, prends ça, tes je sais 2,5 kg Oui, quand t'es en oui, vacances. complètement. Il disait à peu près dans les 8 mois. Oui, moi. Voilà, Ouais. était pratiquement... alors, comme vous expliquez, normalement, un déni de grossesse, c'est à 6 mois, entre 5 et 6 mois, et puis d'un coup, le ventre, il bump. Bah, il gonfle. Ouais, mais... pas forcément, en fait. On en voit quelques-uns à l'hôpital, quand même. Alors, pas... Ouais. Toi, t'as tout. Nous, il faut savoir c'est que un quand truc de même, fou. donc ma fille, c'est la 2e fois que ça arrive en Australie. Voilà, Parce donc on qu'à n'est mon vraiment avis, pas beaucoup. Hein. En Australie, il y a très peu de chances de survie vu l'étendue des Ouais, routes. c'est vrai, ouais. Et pour aller à l'hôpital. Parce que nous, il y a quand même... On en rencontre à l'hôpital, hein, des Oui, dénis de grossesse. oui, oui. Donc, j'imagine, Déborah, il arrive des choses comme ça en France quand même. On en entend des histoires comme ça. Ouais, des dénis de grossesse, moi j'en vois à l'hôpital quelques-uns. Alors après, je ne saurais pas te donner un nombre, elle est peut-être 2-3 histoires par an, un truc comme ça. Et bizarrement, ils arrivent souvent tous en même temps, quoi. Ouais. Mais oui, des histoires où la maman, elle arrive aux urgences parce qu'elle a mal au ventre, elle comprend pas pourquoi. Et puis aux urgences, elle se plaint, elle va aux toilettes et non, c'est un bébé qui sort, quoi. Et Donc là, généralement, on les a en néonat parce que contexte, c'est hyper choquant de C'est passer violent. c'est hyper violent, quoi. Ouais. Alors après, chaque histoire est différente. Et dans les puis, dénis, mais, pour une femme célibataire, j'imagine aussi que la question doit se poser de se dire, mais de qui en fait? Parce que t'es célibataire, Oui. tu vis un peu ta vie, tu te protèges, tu fais Ouais. attention et tout, mais des fois, Oui. ça t'arrive, tu dois te dire, mais c'est Oui, quoi c'est ce délire? Mais tu sais, les dénis que moi j'ai vus, c'est pas forcément les nanas célibataires. Soit des fois, c'est des mamans qui ont déjà 2-3 enfants, Ah ouais. qui ont déjà vécu des grossesses. Mais là, à ce moment-là, il n'y avait pas la place pour en faire un dernier, tu vois, où elles se sont empêchées quelque part. Je crois qu'il y avait quelqu'un, par exemple, c'était pas le moment, il y avait quelqu'un qui était en train de mourir dans leur famille, tu vois, Ouais. pas de place au bonheur. Ouais, c'est ça. Et le cerveau, la puissance du cerveau, ça m'épate, quoi, d'aller cacher un bébé. Enfin, tu Et, vois, le corps bébé, aussi, quand même, mine de Ouais. rien, parce qu'il n'y avait pas de changement, et rien. oui, aussi. et tu vois, il se développe vraiment, en fait, au lieu d'être devant, d'être en position fétale, comme on voit bien regroupé, c'est des bébés qui se développent en long, le long de la colonne vertébrale, un peu, qui se cachent derrière les organes et qui sont tout en longueur, tu vois, et qui vont Enfin, c'est quand même dingue que l'esprit arrive à cacher un bébé et à dire à un autre être vivant à l'intérieur de toi, non, là, t'as pas de place, tu te développes c'est pas. Enfin, c'est dingue. Complètement Et fou. souvent, il y a ces histoires-là, moi je les ai pas vues de mes yeux, mais qu'au moment où finalement on découvre la grossesse, hop, le bébé reprend sa place et le ventre pousse, comme Score. tu disais tout à l'heure. Et ouais, C'est pour ça qu'on c'est disait que dingue. moi, mon histoire, vraiment, le jour J, c'est très, très rare. Ouais, tu on n'est pas m'étonnes. beaucoup dans le Il y en monde. a à- pas, il y en a pas beaucoup. Voilà. mais- Anthony, avec le temps, quel conseil donnerais-tu à des parents qui pourraient être confrontés à des situations inattendues comme la tienne? C'est compliqué de donner des indications parce que, à part se dire beaucoup de communication, déjà discuter avec la maman, beaucoup de communication, et après je pense que l'instinct paternel et maternel en fait se déclenche d'un coup.
Donc, je peux pas donner forcément de grands conseils. Peut-être. Mais, je pense que l'instinct, en fait, vient sur le coup, quoi. Donc ça, c'était la partie psychologique. Mm. Mais moi, je voudrais des conseils physiques. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des parents pour qui ça arriverait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement? Est-ce que... alors ça, je vais plutôt vous demander un peu à vous, même si jamais vous n'êtes pas gynéco ou sage-femme, j'imagine qu'il y a peut-être des gestes de premier secours qu'on pourrait arriver à faire comme ça. Mais disons, l'accouchement, tu veux dire inopiné comme ça, Voilà. qui arrive d'un coup. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire Le réchauffer déjà de base, tu le mets en peau à peau sur sa maman, quoi. Ok. Alors là, on est sur 40 degrés. Et pas Ouais. vraiment, tu vois. Donc là, ouais. On est pas mal, mais tu le mets en peau à peau sur sa maman. Effectivement, le cordon, tu as un peu le temps avant de le clamper. Ok. Au bout d'un moment, il faut le faire, mais tu attends qu'il bat plus, en fait. Le cordon bat, hein, c'est du sang D'accord. qui passe. Une fois qu'il bat plus, tu peux essayer avec ce que tu as sous la main, un lacet de chaussure, n'importe quoi. Toi, t'avais pas Moi, grand-chose. c'était le premier truc, c'était les doigts. Bim. Non, mais C'est- t'as ok. super bien Mais t'as eu réagi, des en bons fait. réflexes, hein, franchement. Bah, en fait, elle est ouais. là en tout cas et elle a 5 ans aujourd'hui, donc Ouais. ça veut dire Et, qu'elle a les meilleurs ouais, réflexes du Non, monde. ce qui est Plein de vraiment santé. très important, c'est si le bébé va bien et qu'il n'y a pas de manœuvre de réanimation à faire, c'est d'aller le réchauffer. En fait, là, c'est vraiment La base. la base. Parce La base, qu'il pourrait rentrer en hypothermie et c'est et ça, décéder. hypothermie, et puis là, ça peut être grave, ça peut jouer sur la glycémie, sur beaucoup de choses, et Ok. après, c'est un peu en escalade, et on peut aller vers des choses un peu Je graves. comprends. Donc, le réchauffer, c'est vraiment la base, et puis après, le laisser faire la nature au final. Hein, Merveilleux. et avant, il n'y avait pas les hôpitaux, tout ça. Le laisser s'accrocher au sein, il va ramper vers le sein. Hein, c'est Un réflexe. un réflexe. Et puis, je pense aussi compter les doigts de pied, les orteils. Oui, c'est pas mal, ça. c'est tu vois. vrai. Vraiment, Savoir compter jusque 10. Donc vous nous En attendant entendez. les secours. Si Et vous se faire êtes en confiance, hein. voiture actuellement et que votre femme est en train d'accoucher, surtout rassurez-vous, réchauffez votre enfant, discutez, calmez et surtout comptez les doigts de pied. C'est la conclusion d'aujourd'hui. Je tiens vraiment à te remercier, Anthony. La vie peut parfois réserver des surprises incroyables et changer notre destin à tout jamais. On en a la preuve aujourd'hui. On va conclure cette émission. J'espère que vous avez aimé le concept. Merci à toi, Déborah, de m'avoir accompagné. Merci à toi, Mégane. Et merci, Anthony, d'avoir témoigné aujourd'hui. Sachez que l'émission, vous pouvez la retrouver en intégralité uniquement sur YouTube pour la voir et pour l'écouter sur toutes les plateformes de stream. On prendra le temps, entre deux biberons, de se faire un second épisode très prochainement. Je vous embrasserai fort. À très vite, entre deux bibes.